Pourquoi est-il difficile d'avoir le visa lorsqu'on sait déjà qu'on a déjà eu 2 refus? Tu es allé à l'interview de visa touriste à l'ambassade. Ça n'a pas marché pour la première fois et tu t'es dit, il faut que je reparte. Je vais les étouffer. C'est-à-dire, ils vont me voir. Si on me refuse cette semaine, je prends encore un autre rendez-vous pour la semaine qui suit. Je prends un autre rendez-vous pour la semaine qui va suivre, jusqu'à ce qu'ils acceptent de me donner le visa. Parfois, vous pensez que c'est le nombre de fois, c'est plus vous partez, plus ils ont la possibilité de vous donner le visa. Vous pensez qu'ils vont se fatiguer. Mais ce n'est pas le cas. Lorsque vous avez déjà raté votre visa pour la toute première fois, c'est bien à vous de savoir les raisons pour lesquelles vous avez raté le visa. C'est pour cela qu'on vous remet la section 214B pour que vous la lisiez et pour que vous compreniez exactement la raison pour laquelle le visa ne vous a pas été attribué. J'accepte ici, je sais que beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent ce document, ils ont du mal à cerner la raison pour laquelle le visa a été refusé. Beaucoup, parfois, insistent, repartent souvent à l'ambassade, prennent souvent un autre rendez-vous pour dire, bon, peut-être que c'était mon mauvais jour. Je vais me dire qu'en repartant, peut-être que je ne vais pas tomber sur le même officier consulaire. Je vais tomber sur un autre qui sera peut-être de bonne humeur. Ouais, cela arrive. Mais la plupart du temps, il y a forcément une raison. Parce que vous, lorsque vous regardez votre situation, vous ne pensez qu'au moment présent, c'est-à-dire à votre présence à l'ambassade, peut-être que vous avez bien répondu aux questions, selon vous, je mets ça entre griffes, et peut-être que vous aviez tous les documents, mais on ne vous a demandé aucun. Et vous vous dites, c'est sûr que, en fait, j'étais équipé, j'étais complet, mais si ça n'a pas marché, c'est parce que peut-être la personne était de mauvaise humeur. Parce que j'ai même remarqué qu'étant assis, lorsque la personne, l'officier consulaire, interrogeait d'autres personnes, personne n'a eu le visa de son côté. Chez les autres, ça marchait, mais chez lui, il était vraiment mauvais. Je vais vous accorder un seul fait. Il peut arriver que l'officier consulaire soit fatigué. Il peut arriver que l'officier consulaire ait envie d'accélérer les choses, de gagner en temps, surtout lorsqu'il sait très bien qu'il a beaucoup de personnes à interroger, donc il ne va pas admettre que quelqu'un tâtonne lorsqu'il va chercher à expliquer ce pourquoi il vient aux États-Unis et s'il a des liens au pays. Ça, je vous l'accorde. Il peut arriver que quelqu'un soit fatigué. Mais il faut aussi reconnaître que si vous voulez obtenir un visa, c'est à vous de faire des recherches. C'est à vous de chercher à améliorer. Je vous avais expliqué ça la dernière fois. C'est déjà votre façon de remplir le document DS 160. Comment vous l'avez rempli? Quelles sont les informations que vous avez mises à l'intérieur? N'oubliez surtout pas que même en remplissant ce document, il y a une partie où on vous demande combien vous gagnez par mois. On demande votre salaire par mois. Il y a des gens qui évitent souvent cette question. Oui, bon, ça c'est... Certains ont leur raison, d'autres arrivent à répondre. Mais à partir de là, lorsqu'on trouve aussi que ce que vous gagnez par mois est très peu par rapport au séjour que vous voulez venir passer aux États-Unis, ils se disent, bon, je n'ai pas besoin de lui demander les documents, je sais qu'il n'a pas assez de moyens. Je sais qu'il n'a même pas de bons liens ici au pays. Je sais que il ne gagne pas bien sa vie. Donc, s'il arrive de l'autre côté, il ne va pas revenir. Parce qu'il ne se fait même pas déjà assez d'argent. Parfois, c'est aussi le genre de boulot. Il y a des gens qui sont des commerçants, mais qui arrivent à s'en sortir. Mais cela dépend du commerce qu'ils font. Les gens qui arrivent souvent à voyager, par exemple, tu vas en Chine, tu vas au Japon, tu vas en Turquie, acheter des articles. Ceux-là n'ont généralement pas trop de problèmes parce que lorsque vous avez déjà un passeport qui a déjà ces visas-là, on se dit que vous êtes bien assis, que votre commerce produit quand même, ça fait rentrer de l'argent. C'est pour ça que vous faites souvent ces différents voyages. Donc ça étoffe un peu votre dossier.
C'est déjà ça. Parfois, lorsque vous arrivez même, ils ont déjà statué. Ils savent déjà, rien qu'en parcourant votre DS 160, ils ont déjà une idée. Et je vous avais aussi dit la dernière fois que lorsque un candidat au visa arrive, normalement pour l'officier consulaire, tout le monde est déjà coupable. Tous les candidats sont coupables jusqu'à ce que vous arriviez à prouver que vous êtes innocent. Et c'est entre vos mains. La façon dont vous allez vous présenter, la façon dont vous allez répondre aux questions, la façon, si on vous demande un document, la façon dont vous allez remettre ce document et ce qui est dans le document. C'est ce qui fait en sorte qu'il y ait la différence. Tous, c'est-à-dire tous les officiers ont déjà cette idée en tête. Lorsque vous venez, ils se disent que vous avez l'intention de venir rester aux États-Unis. Maintenant, c'est à vous de prouver le contraire. Est-ce que vous avez des liens importants dans votre pays et quels sont ces liens-là? Il y a des gens qui viennent souvent aussi dans mon inbox mais qui n'ont aucun lien du tout. C'est-à-dire ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien. Et c'est difficile de les aider. Donc, bien avant que vous ne partiez à la prochaine interview, asseyez-vous, essayez de fouiller, de trouver, faites même en sorte qu'on vous aide. Prenez même une consultation privée, que ce soit avec le cabinet Mentalité Alligator ou avec un autre cabinet, mais ne partez pas sans pourtant faire une consultation privée avec quelqu'un. Vous lui expliquez de fond en comble votre histoire, comment ça s'est passé, comment l'interview s'est passée et quels sont les éléments que vous avez mis dans le document DS 160. Surtout, ne ratez pas. Et pour ceux qui veulent toujours contacter le cabinet Mentalité Alligator pour des éventuelles consultations, des coachings, pour ceux qui sont aux États-Unis mais qui veulent faire leur demande de carte verte, ils ne savent pas comment écrire leur déclaration. Et la déclaration ici, c'est raconter ce par quoi tu es passé avec ta femme, comment vous vous êtes mariés, à quel moment vous vous êtes mariés. Peut-être que toi, tu ne parles pas encore bien anglais et tu as besoin de quelqu'un qui peut t'écrire cette histoire-là, qui peut mettre ça sur feuille, qui peut mettre ça, qui peut rédiger, c'est-à-dire de manière propre. Parce que généralement, on exige que, parfois on demande à ce que la déclaration soit un peu longue parce que si vous êtes marié, votre mariage n'a pas commencé le jour J, le jour où vous voulez passer l'interview, mais votre mariage a eu un passé, donc c'est étape par étape avec les dates accompagnées. Donc, si vous voulez quelqu'un qui peut vous écrire les déclarations, je n'aurai rien à inventer, c'est-à-dire vous écrivez soit en français, soit en espagnol, moi je mets en anglais. Donc, sur ce, on se retrouve en inbox et surtout le numéro privé. Je rappelle, numéro privé du cabinet Mentalité Alligator. Ce n'est pas un numéro qu'on contacte pour venir raconter autre chose. C'est privé, c'est-à-dire lorsque vous le contactez, c'est que vous êtes prêt soit à payer les frais pour qu'on vous explique un quelconque problème, ou soit vous voulez vous faire accompagner, c'est-à-dire vous voulez faire votre demande de visa touriste, visa étudiant ou autre chose. Donc, c'est ce que je voulais vous dire.